Le micro fonctionne, c'est parfait. Alors, merci de rester avec nous pour cette discussion après ce documentaire War and Games. J'invite donc sur scène les invités de ce soir qui vont prolonger la réflexion et la discussion après la projection de ce film. J'invite donc sur scène Yves D'accord, qui est le directeur général du CICR. Veuillez prendre place ici, à côté de moi. J'invite aussi Stephen Goose, directeur de la division armes de Human Rights Watch et fondateur de la campagne Stop Killer Robots. Et Jean-Marc Ricli, responsable du département Global Risk and Resilience du Geneva Center for Security Policy. Bien, il y a quelqu'un... Merci. Il y a quelqu'un qui aurait bien voulu être là ce soir avec nous. Elle ne sera pas là, mais si, elle sera d'une certaine manière avec nous. C'est Béatrice Fine, dirigeante de l'organisation non gouvernementale Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017. Oui, elle est là avec nous, mais à travers des images. On l'écoute, elle nous a envoyé un message. Bonjour, je m'appelle Béatrice Fine, je suis dirigeante de l'organisation non gouvernementale pour l'abolition des armes nucléaires. Nous avons travaillé comme campagne mondiale, dans une campagne mondiale pour l'abolition des armes nucléaires. Nous avons réussi à pousser les gouvernements à adopter un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Tout le travail que nous avons fait, l'expérience dans les sociétés civiles sur d'autres domaines comme l'interdiction des mines antipersonnelles, des armes à sous-munitions, etc. Nous avons essayé de pousser avec la société civile, d'exiger des lois humanitaires pour interdire des armes qui causent des souffrances inutiles aux civils. Bien sûr, on nous a toujours critiqué. Les gouvernements disent voilà que le travail que nous faisons ne va pas résoudre tous les problèmes. Bien sûr que ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais le droit international, avec une société civile, a créé de nouvelles lois qui stigmatisent les armes et qui ne les légitiment plus. Et nous avons eu beaucoup de succès pour l'interdiction des mines antipersonnelles, des bombes à sous-munitions. Et maintenant, nous sommes en train de travailler à la mise en œuvre du traité sur l'interdiction des armes nucléaires pour s'assurer que ces armes sont inacceptables pour rendre plus difficile aux États de continuer dans ces politiques d'armement. Et les sociétés civiles souhaiteraient interdire les armes nucléaires avant qu'elles ne soient mises en place et qu'elles ne soient utilisées. Et ça, c'est la prochaine étape pour laquelle nous allons combattre pour s'assurer que les robots tueurs ne seront pas considérés comme quelque chose d'acceptable et nous voulons empêcher qu'ils existent. Donc, nous souhaitons bonne chance au festival. Je suis désolée de ne pas être parmi vous. Je suis sûre que cette discussion sera très intéressante. Merci beaucoup. Merci à Béatrice Fine. On l'a vu aussi dans le secret, donc pas forcément dans le secret, mais oui, certainement aussi dans le secret de certains laboratoires, des scientifiques, des techniciens travaillent à l'élaboration de robots, d'armes intelligentes. On parle donc de systèmes d'armes autonomes, des armes en capacité d'agir, donc sans l'intervention de l'homme. Cela pose des questions morales, éthiques et juridiques. Il y a beaucoup de thèmes qui se retrouvent au cœur de ce débat. Mais peut-être d'abord, j'aimerais discuter avec vous pour une toute petite première impression après la projection en fait de ce documentaire. Peut-être vous, Yves D'accord, puisque vous venez de découvrir à chaud une impression, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vient de voir dans ce documentaire et quelle a été la chose, le thème que vous avez retenu? Ça me donne l'impression d'être un film qui est déjà un peu passé. C'est intéressant, en fait, un film qui est déjà presque vieux. Et en fait, il date de 2016, donc c'est hier. Et au fond, ça me montre que les technologies évoluent à une vitesse incroyable. La question des drones, par exemple, est importante, mais pour moi, ce n'est pas l'enjeu. C'est un des enjeux. Quand on parle d'armes autonomes, ce n'est pas seulement des armes qui peuvent voler
planifiées de façon autonome, ça c'est déjà la réalité. Le grand enjeu va être des armes qui peuvent cibler, décider, et de le langage militaire traiter, ça veut donc dire tuer, des gens de façon totalement autonome, sans des gens qui sont derrière le joystick. Et ça, j'ai moins aimé le côté game, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas d'avoir des gens derrière. Ça, c'est déjà passé. La réalité aujourd'hui va être d'avoir, au fond, des machines qui ont la puissance, la compétence de pouvoir prendre des décisions et de le faire en notre nom. Et ça pose des questions absolument fondamentales. Par contre, là où je me suis retrouvé, c'est que ça pose la question de la distance. Et je travaille au CICR et moi, je vois de l'autre côté, au fond, aujourd'hui, qu'il y a une distance de plus en plus grande entre les citoyens et citoyennes de pays qui font la guerre et ceux chez qui la guerre se fait. Et c'est vrai que ces technologies, elles permettent là, c'était très intéressant d'entendre l'officier instructeur qui disait, je leur donne des noms, je ne connais même pas le nom des gens, je déshumanise finalement quelque chose. C'est la réalité de plus en plus qu'on vit. Mais je ne pense pas que c'est la question, enfin on verra, c'est pas que la question autonome. La question vraiment autonome, c'est est-ce que l'être humain est prêt vraiment de déléguer la responsabilité à des machines, d'identifier, de cibler, de tuer des gens sans son intervention? Ça, c'est la vraie question. Jean-Marc Rigli, peut-être votre aussi point de vue. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ce documentaire? Alors, il y a deux choses qu'on peut retenir sur ce documentaire. Je suis tout à fait d'accord avec Yves D'accord. C'est déjà du passé parce que ça évolue très vite. Et là, vous avez, si vous voulez, un film quasiment historique maintenant sur le développement de la technologie dans le domaine de la guerre, où vous avez les drones qui sont apparus dans les années 70, durant la guerre du Vietnam. Les premiers drones ont été utilisés. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que ces drones, maintenant, vont laisser la place à de plus en plus d'autonomie. Et ce problème de l'intelligence artificielle est juste devant nos yeux. Et simplement que nos appareils législatifs et stratégiques, politiques, ne sont pas armés pour prendre le niveau du défi qui est devant nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit dans ce film, c'est la vitesse à laquelle ces technologies progressent, et c'est vraiment une croissance exponentielle. Or, l'être humain n'est pas construit, votre cerveau n'est pas construit pour penser de manière exponentielle ou penser de manière linéaire. Et donc, nos systèmes politiques, c'est la même chose, de gouvernance, pensent de manière linéaire. Or, lorsque vous êtes face d'une croissance exponentielle et vous avez une pensée linéaire, plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez devenir non pertinent, vous allez avoir faux dans vos prédictions. Je prends juste un exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le début décembre de l'année passée, vous avez une application qui apparaît sur Internet, sur Reddit, un site web, où vous avez le visage d'une actrice de film pornographique qui est changé par le visage d'une actrice. Et on a demandé aux spécialistes combien de temps ça va prendre, d'après vous, pour que cette technologie, de ce qu'on appelle en anglais face swapping, donc vous allez changer le visage, va faire pour se démocratiser. On a estimé 1 à 2 ans. Le 24 janvier de cette année, vous avez une application qui s'appelle Fake App qui est apparue, où vous pouvez prendre n'importe quel visage et transférer sur un film pornographique. Ce qui fait que devant nous, cette année, on aura probablement énormément de cas de fausses identités. Vous voyez aucunement la différence entre la réalité et le faux. Donc l'ère Photoshop, c'est terminé et on est devant ça. Juste pour vous dire à quelle vitesse ça évolue. Stéphane Gous, peut-être vous aussi une réaction après ce documentaire. Vous me disiez justement quand on préparait la discussion de ce soir que pour vous, en fait, c'est un documentaire qui ne parle pas forcément des robots tueurs. Mais il y a une ouverture vers la fin du documentaire. Votre retour justement sur le film. Merci. Je suis désolée d'être le seul qui ne parle pas le français. Oui, c'est pas un problème, nous vous comprenons. Je devais avoir les écouteurs puisque je ne parle pas le français, oui. Je
elle était très proche de ça. Je connais Béatrice Finn depuis longtemps. Elle était à la tête elle était à la tête de ICANN, mais elle a participé à beaucoup d'autres campagnes de la société civile. Le film a fait du bon travail pour montrer les nombreux dangers des drones. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Peut-être tenez le micro un peu plus proche de vos lèvres. Bon, ça a montré les dangers des drones et les préoccupations, les soucis. Et cela se chevauche avec les préoccupations concernant les robots tueurs. Et ensuite, on a terminé en parlant de l'intelligence artificielle et de la transformation de ces intelligences artificielles en armes. Et j'espère que nous allons nous concentrer surtout sur les robots tueurs. Donc, ce sont des armes totalement autonomes. Donc, ce sont des systèmes d'armes autonomes et il faudra des lois, selon les diplomatiques, des lois pour les interdire. Et la différence entre les drones et des armes totalement autonomes est essentielle, est très grande. Parce que les drones ont beaucoup de défauts par rapport à la nature de l'arme, mais aussi dans la façon dont on les a détournés par les États-Unis notamment et d'autres. Mais un drone, là, il y a quand même un humain qui est dans le coup, puisqu'il va trouver une cible, même si cette cible a des milliers de kilomètres, et décide ce qu'il va viser et décide d'appuyer sur le bouton ou de pousser le bouton pour que le drone bombarde. Donc, ça, c'est une arme semi-autonome, mais une arme complètement autonome. Il n'y a plus d'être humain dans le coup. Ce n'est plus lui qui décide ce qui va être touché et quand. Mais ce sera la machine qui prendra cette décision par tous ces capteurs et cette programmation informatique et son intelligence artificielle. Et là, je pense qu'on est en train de franchir une ligne éthique. On ne devrait pas avoir des machines qui puissent prendre des décisions de vie et de mort sur un champ de bataille. Ou bien aussi dans des opérations de respect de la loi nationale. Parce qu'elles seront utilisées, ces armes, même par exemple pour contrôler les gens, ou bien dans des opérations de police, par exemple, et pas seulement sur les champs de bataille. Et ça, ce ne sera pas seulement une nouvelle arme, ce sera une nouvelle façon de mener la guerre. Et là, ça ne sera pas à l'avantage de l'humanité. Ce sera une menace pour les civils, pour les soldats et peut-être aussi pour l'avenir de la planète, parce que ce sera imprévisible, ces systèmes. On entrera plus dans le détail de ces choses en discutant. Mais il faut déjà une interdiction préalable, déjà en anticipation à ces armes, sinon on aura des problèmes. Il y a énormément de choses et de thèmes que vous avez. Il y a plusieurs fenêtres qui ont été ouvertes par vous, Stéphane Gous. Peut-être Jean-Marc Ricli, peut-être nous dire, on entend, hein, je pense qu'au centre de notre discussion, on se pose la question, et après on va revenir avec vous, Yves D'accord, sur justement cette idée de dépersonnalisation et de cette guerre qui se fait à distance. Mais peut-être la question centrale, quand on voit aussi ce documentaire, c'est faut-il, oui ou non, interdire les robots tueurs? Je pense que tout le monde se pose cette question en leur posant là. Je pense qu'il faudrait, en effet, parce qu'on est devant une technologie qui complètement surpasse l'être humain. Vous prenez en 97, vous avez Kasparov qui se fait battre au jeu d'échecs. Kasparov était capable d'analyser 3 positions à la seconde. Deep Blue en 97 analysait 200 millions de positions à la seconde. Et ça, c'est en 97. Il faut savoir qu'actuellement, dans votre iPhone, vous avez plus de puissance de calcul que le meilleur superordinateur en 1999. C'est-à-dire, en 1997, on parle de préhistoire au niveau digital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la machine est mise en compétition avec l'être humain perd, à chaque coup. Alors, les techniciens vont vous dire, oui, mais si vous calculez le temps qu'il faut à un ordinateur pour apprendre, ça prend du temps, parce que c'est des millions de données
il doit ingurgiter. Et puis, le cerveau humain est un instrument, un organe qui fait qu'il est très très bien fait et consomme très peu d'énergie. Simplement que lorsque l'ordinateur a appris, l'algorithme a appris, eh bien, il apprend très vite. Prenez l'exemple d'AlphaGo, vous avez peut-être entendu parler. d'AlphaGo, le jeu de Go, c'est le jeu de plateau le plus compliqué au monde. Vous avez 10 puissance 80 atomes dans l'univers, vous avez 10 puissance 172 possibilités au jeu de Go. Donc ça vous donne un peu la nature de la chose. Donc en mars 2016, un algorithme qui s'appelle AlphaGo a réussi à battre à 4 manches à 5 le deuxième joueur de Go. En octobre de l'année passée, on a créé AlphaGo, une deuxième itération. Cette deuxième itération a appris elle-même à apprendre à jouer au jeu de Go, a battu son prédécesseur, AlphaGo, 100 parties à 0 en 3 jours. Et en décembre l'année passée, AlphaZero a atteint en 34 heures le niveau super humain au jeu d'échecs, au jeu shogi et au jeu de Go, en 34 heures. Donc ça vous met en perspective par rapport à est-ce qu'on devrait utiliser ces armes? Non, parce qu'au moment où vous allez avoir ces armes, vous n'aurez plus de contrôle, probablement sur ces armes. Maintenant, est-ce que le moment est opportun? Je pense que c'est trop tard. Je pense qu'on a loupé la fenêtre d'opportunité pour interdire cette technologie. Je ne pense pas qu'il faut que la campagne contre les tueurs robots s'arrête, parce que c'est important de sensibiliser l'opinion publique. Par contre, on a loupé la fenêtre de tir. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans une course déjà à l'armement sur l'autonomie, qui est notamment drivée par les États-Unis et la Chine. Yves, d'accord, est-ce qu'on a loupé cette fenêtre? Est-ce trop tard d'imaginer cette perspective d'interdire en fait les robots tueurs? Si on regarde et si on est d'accord que l'interdiction elle est intéressante que si elle est respectée, parce qu'on peut décider qu'on interdit mais en fait c'est pas respecté, c'est franchement pas très utile. On voit que les grands moments collectifs qui ont amené les États, pour l'instant encore aujourd'hui dans notre boîte d'outils diplomatiques, ça reste les États qui se mettent ensemble pour se mettre d'accord sur les règles communes. On voit que c'est arrivé chaque fois qu'il y a eu une destruction majeure, qui a au fond tellement touché le collectif que le collectif a décidé de faire différemment. Si je prends simplement les conventions de Genève que vous connaissez bien, la meilleure partie des conventions de Genève, elle vient après la Deuxième Guerre mondiale, où on commence vraiment sérieusement à faire des conventions de Genève qui sont très très solides sur la question des civils en particulier. Mais elles se passent après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné où tout à coup la communauté internationale se dit plus jamais. Moi, mon inquiétude par rapport aux armes autonomes, c'est qu'il n'y a pas du tout de plus jamais. On est aujourd'hui dans une course à l'armement, c'est juste. On est dans un enjeu politique où il n'y a pas de convergence entre les États, même dans la guerre classique. Je veux dire, prenez l'exemple de la Syrie, vous venez d'assister, vous, ensemble, on a assisté à ce que le Conseil de sécurité a fait depuis 15 jours sur une toute petite partie de notre planète, qui est la Ghouta orientale, son incapacité absolue de pouvoir faire en sorte que des armées s'arrêtent même pendant 30 jours. Je veux dire, on ne va pas penser que ces mêmes vont réussir à se mettre d'accord pour interdire les armes autonomes. Non, soyons clairs, là il faut qu'on soit d'accord. Donc malheureusement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour nous faire réagir collectivement? Et moi, j'espère que je me trompe, mais mon hypothèse de travail, c'est que les armes autonomes, et contrairement à ce qui est présenté au film ici, et aussi au film d'avant, ne vont pas être que l'apanage des États. Ça, je ne crois pas. Et c'est peut-être ça la question. Parce que là, c'est un peu le modèle 1984, Orwell, et peut-être ça va être ça, 1 ou 2 grands États qui auront le contrôle total des armes autonomes. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a au contraire un vrai risque d'avoir une démocratisation, entre guillemets, des armes autonomes à moyen terme. On pourra avoir non seulement des États, mais aussi des groupes non étatiques, des groupes criminels qui pourront effectivement s'équiper d'armes autonomes. On voit aussi que les armes autonomes peuvent parfaitement être attaquées, hackées. Elle peut faire des fautes, on peut avoir des enjeux. Et là, j'aurais tendance à dire que, comme par hasard, la communauté des États va tout à coup se dire « Hop, il va falloir qu'on se mette ensemble parce que là, on a tout à coup d'autres qui ne sont pas partis de nos États qui risquent de nous attaquer. » Mais malheureusement, et j'espère que je ne suis pas trop négatif, je crains qu'il faille attendre ce moment-là pour effectivement faire en sorte qu'il y ait une vraie interdiction. Et là, je suis d'accord avec ce qui était dit avant, je crains que ce soit trop tard. Alors, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ça, il faut bien comprendre les enjeux sont majeurs, et l'enjeu, pour le faire simple, et ça c'est ce que nous, au CICR, on pense, l'enjeu, il est vraiment dans la place de l'être humain. Est-ce qu'on veut
faire en sorte que l'être humain, même si on parle d'autonome, ait un espace au minimum pour contrôler les armes autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est son espace? Quelle est sa responsabilité? C'est un enjeu qui est fondamental. C'est une question d'éthique aussi. Stephen Goose, justement, quelle est votre réaction par rapport à ce que Yves D'accord vient de dire, cette communauté des États qui devrait agir, mais pas seulement? Et je dois dire que mes collègues ont tort. It's perfect. Ce n'est pas trop tard. Mais vous devriez tous trouver cela très effrayant. Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler des robots tueurs avant de voir la brochure sur ce film. Lorsque nous avons lancé la campagne il y a 5 ans pour interdire les robots tueurs, c'était un sujet que seuls quelques experts techniques dans le domaine militaire et dans l'industrie des robots et dans l'industrie de l'intelligence artificielle connaissaient. Et nous avons fait beaucoup de travail pour sensibiliser les gens, mais c'était inconnu il y a 5 ans. Et on nous a dit que ça aurait dû être fait déjà il y a 10 ans. Mais les choses ont avancé très rapidement. Et bien sûr, il est évident que la plupart des militaires très sophistiqués essayent d'arriver à une plus grande autonomie de leurs armes, des systèmes d'armement. Et ils le font à un rythme très rapide. Mais cela ne signifie pas pour autant que ça soit trop tard pour arrêter le mouvement vers des systèmes totalement autonomes où il n'y a plus de moyens d'avoir un contrôle humain sur les fonctions clés de ces, par exemple, lorsque les robots s'engagent dans une attaque ou bien à cibler Donc, il semblerait que ces armes complètement autonomes n'existent pas encore. Il y a des choses très proches, mais il faudrait une interdiction préalable parce que nous pensons que ces armes n'existent pas encore. Donc, nous ne sommes pas encore trop tard pour le faire, mais il faut qu'il y ait une volonté collective de la communauté internationale et il faut pousser les États à faire cela. Nous avons déjà fait des choses de ce genre avant. On a fait ça avec les mines antipersonnelles, avec les armes à sous-munitions. Donc, nous avons eu des mouvements de société civile, des ONG, et nous avons pu changer les mentalités et faire en sorte que cela se produise. Mais ce qu'il faut faire, c'est convaincre les gouvernements qu'ils ne peuvent pas traverser cette ligne où les machines auront le pouvoir de décider de la vie et de la mort des êtres humains. D'être dit par Stephen, sur la fin, nous on avait un peu de l'hésitation par rapport à ban the killer robot, même si je trouve que le ban, comme le dit Stephen, a été parfois très efficace. Rappelons-nous ce qu'on a fait sur les landmines ensemble, et c'était quelque chose qui était puissant. Ce qu'on vient de faire ensemble aussi sur les armes atomiques, on ne le pensait pas encore, et c'est juste. Et ce qui est très important avec le ban, c'est que ça a une capacité de mobiliser au fond, c'est très juste. And cluster munition. Mais ce qui, moi, me frappe... Cluster munition, c'était entre guillemets plus facile, j'allais dire ça comme ça. On peut discuter sur la capacité qu'on avait de le faire. Mais l'enjeu principal pour moi, et c'est ce que Stephen a dit à la fin, moi, je fais partie des gens qui pensent que les armes autonomes sont déjà là. Elles sont là. Donc dire ban, pour moi, c'est quasiment trop tard. La réalité, c'est qu'elles sont là aujourd'hui. La question qu'on doit poser, c'est qu'est-ce qu'on exige ? Quel élément sur lequel on veut tous pousser ? Ce qu'on veut pousser, c'est de faire en sorte que les armes autonomes, elles gardent à tout moment une présence et un contrôle humain. C'est ça, à mon avis, qui est l'élément clé. Alors après, on peut le voir comment est-ce qu'on le formule, mais c'est ça pourquoi on doit se battre, c'est juste. Et c'est juste qu'on peut encore se battre pour ça. Stephen. Bien sûr que les armes autonomes existent, mais les complètement autonomes n'existent pas encore. Il y a certains systèmes dont on ne connaît pas tous les aspects et paramètres techniques. Mais le CICR lance un appel parce qu'il pense qu'il y a une nécessité qu'il y ait un contrôle minimum de l'être humain. Pour nous, c'est équivalent à une interdiction. Le CICR n'utilise pas le terme interdiction, mais c'est les deux faces de la même médaille. Mais si on interdit des armes complètement autonomes, on a de facto cette interdiction de l'arme. Donc, c'est pas mal du point de vue tactique d'être un peu d'avis divergent avec le CICR, mais nous allons lancer un appel aussi. Une réponse à cet échange entre Stephen et Yves, mais
fond, je pense que ce dont on parle aussi, il est question de responsabilité. Hein. On parle de ce transfert de responsabilité entre l'homme et la machine et, en bon français, accountability. Donc, c'est au centre de notre discussion, c'est ça, au fond. Pour reprendre cette discussion, moi, je vois trois développements stratégiques qui font que ça va être très difficile. Et encore une fois, je suis pour l'abolition de ces armes, mais on est dans une période de transition au niveau du système international, c'est-à-dire qu'on a vécu après la guerre froide dans un moment unipolaire qui a commencé à se casser la figure à partir de 2003, et vous avez maintenant un système que certains qualifient de multipolaire, moi je l'appellerais plutôt apolaire, c'est-à-dire vous n'avez plus aucune puissance qui est capable de s'imposer sur toutes les dimensions du pouvoir, ce qui fait que vous êtes dans un environnement international très fluctuant, et ça crée des crises, et c'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces, et c'est très difficile au niveau de la gouvernance d'arriver sur une unanimité. On le voit très bien avec ce que vous avez mentionné avec la Syrie. Ça, c'est le premier tournant stratégique. Le deuxième, c'est un tournant stratégique qui est très très important, c'est le pouvoir qu'on donne à l'individu. Et le système international actuellement, si vous voulez, c'est une photographie de l'environnement international qu'on avait en 1945. Et donc vous aviez 200 États environ, et puis ces États, eh bien, vous essayez de réguler, c'est difficile. Simplement maintenant avec ces technologies, on est dans un changement paradigmatique où vous donnez un pouvoir à l'individu qui est inégalé dans l'histoire. On prend un exemple très, très simple, vous prenez le cas Snowden par exemple. Quand vous pensez à un espion, tel que vous le voyez dans James Bond ou autre, vous voyez quelqu'un qui va dans un bureau, prend quelques documents, quelques photos, et puis il part. Snowden a volé plus de 2 millions de documents. Alors essayer de mettre 2 millions de documents dans un sac à dos, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un individu. Donc là, vous avez déjà un gros problème maintenant au niveau de l'échelle. Le troisième problème de ces technologies, c'est que ces technologies, au contraire des armes nucléaires ou aux armes biologiques, prenez le cas des armes nucléaires, vous prenez 500 scientifiques, vous les mettez dans un désert, vous leur dites de développer l'arme nucléaire. Alors déjà, il faut trouver les matériaux, plutonium et uranium, et ça c'est très difficile à enrichir. Et puis après, il faut la méthode. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi? D'algorithmes qui sont des lignes de code. Une fois que les codes sont écrits et qu'ils sont lâchés, ils sont dehors. Et vous pouvez très bien, très très facilement les décoder ou ce qu'on appelle les reverse engineer. Prenez le cas Stuxnet, qui est le premier virus, si vous voulez, à bombe cybernétique, qui a permis probablement aux Américains ou aux Israéliens de neutraliser les centrifuges iraniens, notamment à Natanz. Eh bien, ce virus-là, qu'est-ce qu'il a été? Il a été reverse engineered par les Iraniens. Ils ont lancé 2 ans plus tard une attaque contre Saudi Aramco en Arabie Saoudite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que statistiquement, si vous regardez ces évolutions, on n'est plus face à des États. On est face à une technologie qui est développée par le secteur privé. Les technologies actuellement qui sont dans ces armes, par exemple, la reconnaissance faciale, elle n'est pas développée par le Pentagone. Elle est développée par qui? Elle est développée par des startups qui sont dans la Silicon Valley ou autre. Et juste pour donner un exemple par rapport à ça, la reconnaissance visuelle, en 2010, vous faites passer des images à un algorithme, et il va vous dire c'est un arbre, c'est une maison ou autre. 30% d'erreur. Le taux d'erreur humain est 5%. En 2015, l'algorithme est à 5%. En janvier de l'année passée, on a 2,7%. Ce qui veut dire qu'actuellement, un algorithme est bien meilleur que l'être humain pour reconnaître des images. Cette technologie-là, qui est utilisée en médecine notamment, peut très bien être utilisée dans les fins militaires. Et ce que les Américains ont fait, par exemple, l'année passée, ils ont lancé un programme où en 9 mois, ils ont développé un programme, un algorithme pour identifier de manière automatique les objets que les drones sont en train de voir. Ils ont réussi à atteindre un degré de précision de 80% en décembre l'année dernière, et maintenant ils vont les mettre sur leurs drones qui sont armés. Et là, on est déjà sur une phase qui va de plus en plus vers l'autonomie. Cette autonomie dont vous parlez, Jean-Marc Likli, je me tourne vers vous, Yves D'accord. Ce que j'entends dans ce que vous dites, les trois, c'est au fond, enfin, j'essaie de résumer. Pardonnez-moi si c'est assez réducteur, mais on est face à une sorte de fatalité, la technologie qui imite la vie, qui imite la technologie.
Les armes autonomes sont déjà là. Les bannir, c'est un peu tard, mais peut-être pas tout à fait si tard que ça. Il y a la question, cette question de la responsabilité, de la place de l'humain. Mais ce qui ressort aussi du film, c'est un peu, comme vous le disiez, Yves, d'accord, cette déshumanisation. C'est le fait que l'on perd, en fait, le contact avec ces soldats qui se trouvent parfois dans le désert du Nevada, qui sont devant leur ordinateur, leur joystick, et qui mènent la guerre ailleurs, peut-être même en Irak. Cette forme de distance que l'on met pose effectivement la question du fait que l'on est en train de redéfinir la guerre. Mettons qu'en tout cas la guerre aujourd'hui, ou les guerres telles qu'elles se passent, elles se passent de façon différente, c'est vrai, avec un mix de techniques. Si on prend les guerres qu'on connaît aujourd'hui, il y a des techniques du Moyen-Âge. On voit encore aujourd'hui des communautés ou des villes se faire assiéger, l'eau coupée comme on le faisait au Moyen-Âge, et en même temps des technologies assez pointues. Il n'y a plus de guerre aujourd'hui qui ne se passe pas sans un accompagnement cyber, par exemple, partout. C'est clair. On voit très clairement aujourd'hui, et ça c'est l'enjeu qui a évolué depuis une quinzaine d'années, je dirais, depuis l'Afghanistan et l'Irak. On voit très clairement que les pays en particulier occidentaux, mais les pays en général, la Russie aussi, la Chine et d'autres, réfléchissent aujourd'hui ou le pratiquent. Ce qu'ils souhaitent, c'est aujourd'hui d'avoir une capacité d'intervenir avec un minimum de soldats, c'est clair. Et ça a un double avantage. Un, évidemment, vous avez moins de vos soldats qui sont touchés directement. Vous êtes au clair que quand vous avez, comme les États-Unis d'Amérique en Afghanistan, 140 à 150 000 soldats, calculez ce que ça veut dire en termes de prix, mais pas seulement prix économique, prix politique. On sait très bien qu'une armée qui reste 5, 10, 15 ans quelque part, c'est presque automatique. Vous perdez les élections, vous êtes challengé, les images, non pas des victimes, mais de vos boys and girls qui sont touchés, les ramener à la maison. Toute cette dynamique, on la connaît extrêmement bien. Et on a bien vu que même les États-Unis ont trouvé ça extraordinairement difficile à gérer, si on regarde ça. Les Russes aussi d'ailleurs, si on prend cet exemple-là. C'est pas quelque chose de facile de ramener à la maison, aujourd'hui un pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émiratis par exemple qui combattent au Yémen, d'avoir des morts et ramener à la maison, ça reste de toute façon très compliqué. Donc la notion de distance, elle est indispensable. Elle vous permet de créer effectivement une distance, moins de soldats impliqués. Pas de sentiment, pas d'émotion. Oui, mais aussi très avantageux, soyons très honnêtes, moins d'accountability. Je veux dire, qui est responsable aujourd'hui de ce qui se passe au Yémen, qui est responsable de ce qui se passe éventuellement au Pakistan, en Syrie, et vous avez une capacité des États d'intervenir dans beaucoup plus d'États. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que la Belgique, pays que nous aimons tous, est en guerre? Est-ce que vous savez que la Hollande est en guerre? Est-ce que vous savez que la France, par exemple, est impliquée dans une série de conflits, pardon, un conflit? Est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique, si je ne me trompe pas, c'est quoi, 12 à 13 conflits directement? Est-ce que vous savez qu'il y a un nombre de pays qui sont impliqués dans les guerres sans que leur parlement automatiquement soit au clair? Donc ça crée aussi un rapport très différent avec, au fond, comment la communauté, comment la façon qu'on a dans nos différents pays de gérer la guerre. Et c'est vrai que cette notion de distance, elle s'est inscrite avec l'asymétrie que ça pose. Et là, il faut qu'on soit clair. L'asymétrie, ça veut dire aussi qu'on se rend compte que le champ de bataille se déplace. Non seulement il y a la distance là-bas, mais le champ de bataille vient chez nous. Prenons constat quand même qu'en Europe, qu'on le veuille ou non, aux États-Unis, les attaques sont quand même venues de gens qui eux-mêmes, d'une façon ou d'une autre, ont vu leur territoire être attaqué. Donc ça crée effectivement des guerres qui sont différentes. Et si on rajoute là-dedans les armes autonomes, ce qui va simplement faire, ça va faire une accélération de cette distance-là. Et ça, je pense que ça pose des questions fondamentales sur la façon dont, effectivement, les communautés, les sociétés gèrent la guerre. En quoi elles tiennent leurs responsables politiques, responsables ou pas. Et il y avait une phrase qui était très juste, quelqu'un qui disait « le comportement des êtres humains en général, surtout des groupes d'êtres humains en guerre, est souvent, pour pas dire presque toujours, extraordinairement violent et dur ». Et c'est pour ça qu'on a les conventions de Genève, c'est pour ça qu'on a les règles. Moi, ce qui me fait beaucoup de soucis, c'est qu'avec cette distance-là, il y a encore moins de surveillance. Il y a encore moins la capacité d'avoir un vrai débat au Parlement, dans d'autres endroits, pour faire en sorte que, d'une façon ou d'une autre, on équilibre nos comportements. Et je perçois, moi, une vraie inquiétude par rapport à cette distance qui va effectivement s'accélérer. Cette distance-là, justement... Yeah, please. J'aimerais répondre à un certain nombre de choses que Yves et Jean-Marc viennent de dire. Les deux ont parlé de la responsabilité et de la reddition des comptes, mais j'aimerais faire un tableau plus large sur ce point précis
Et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la ligne de code. Une des raisons principales d'interdire ces armes complètement autonomes, c'est parce qu'il y a une lacune en termes de reddition des comptes. Qui est-ce qui sera tenu responsable de façon inévitable? Il y aura des violations des lois de la guerre ou des droits de l'homme, et ce sera très difficile de demander des comptes à un robot. Et ensuite, si on n'a pas un commandant ou bien un opérateur pour les drones, comme pour les drones, et un commandant n'est pas vraiment au courant de ce que fait le système, puisque c'est le programmeur qui a fait le système. Mais le programmeur ne pourra pas être tenu responsable pour une violation. Le fabricant non plus. Ça ne fait pas sens. Donc, on a beaucoup écrit sur ce sujet à Human Rights Watch. On n'arrivera jamais à une responsabilité individuelle pour des crimes de guerre qui seraient commis par des armes autonomes. On peut évidemment se retourner contre les États et leurs responsabilités, mais ça, ce n'est jamais un bon remède lorsqu'il y a des victimes qui ont peut-être qu'est-ce qu'on va dire à un membre d'une famille de quelqu'un qui est blessé. Donc c'est une raison suffisante pour interdire ces armes, parce que manque de possibilité de rendre des comptes pour s'il y a des violations à l'avenir. Une autre question qui est très sérieuse est liée au fait qu'il y a une différence entre une arme totalement autonome ou semi-autonome. C'est quelques lignes de code. On va voir ce qui se passe, mais ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'on essaie de stigmatiser l'idée d'une arme complètement autonome. Il y a des gouvernements qui essayent de tricher, qui essayent de tirer profit en introduisant cette ligne de code. Et il y a certaines, disons, certaines approches techniques faites par des scientifiques qui essayent de voir comment on pourrait suivre des violations potentielles ou bien des lacunes. Il y a aussi l'utilisation de ces systèmes et de ces technologies. Mais on a eu les mêmes questions qui se sont posées pour les armes biologiques et chimiques, où il y a eu des entreprises, des États produisant ces agents biologiques et chimiques qui ont été transformés en armes. Et ça, c'est devenu illégal si c'est transformé en arme. Mais si c'est utilisé au niveau civil, alors voilà. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Il y a certains types d'activités qu'on peut poursuivre si elles pouvaient être utilisées dans le domaine militaire comme armes complètement autonomes. Stephen, si on revient à la question de la responsabilité, ça pose aussi des questions concernant le droit international humanitaire, puisque au fond, quand on ne sait pas qui est responsable de la mort ou de la destruction de quelqu'un, de la vie de quelqu'un, est-ce l'ingénieur, comme vous le disiez, qui a écrit cette ligne de code? Est-ce la machine? Est-ce l'humain? Justement, est-ce que... parce que il y a beaucoup de gens qui s'accordent sur le fait que l'intelligence artificielle n'est pas le problème, c'est pas le cœur de la discussion, c'est quelle utilisation on donne à cette intelligence artificielle et comment on utilise cette intelligence artificielle. Est-ce que selon vous, Yves Dacourt, qui avez des informations bien sûr du terrain, dans des zones de conflit, est-ce que robotiser la guerre, ça donne une dimension plus humanitaire? Ah non. Alors ça c'est sûr que non. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est sûr que non. Plus de robots, ça permettra peut-être d'avoir une guerre au début qui se jouera peut-être plus loin, entre guillemets, robot contre robot, mais ça ne résoudra pas le problème. Non, non. Parce que la guerre, ça reste toujours d'abord, soyons clairs, encore aujourd'hui, il s'agit d'abord de contrôler des territoires, c'est encore la réalité de la guerre, il s'agit de contrôler des gens. On n'a jamais vécu autant de violence contre les systèmes de santé qu'aujourd'hui au XXIe siècle. Et on le fait, c'est pas parce que... Et aujourd'hui, les instruments de guerre, aujourd'hui, sont en général quand même un peu meilleurs que ceux il y a 20 ans. Et donc cette course-là d'avoir des armes qui sont, entre guillemets, robotisées, qui pourraient donc être plus technologiques, plus perfectionnées, meilleures. Moi, ce que je constate, c'est que l'être humain, il utilise malheureusement les armes rarement pour mieux frapper. Ou pour être plus chirurgical, ça c'est quand même très très rare. En général, l'objectif... Mais c'est ce qu'on nous vend. Oui, c'est ce qu'on nous vend. Mais la réalité sur le terrain, je peux vous dire, elle ne ressemble pas à ça du tout. Ça, soyons clairs. Aujourd'hui, ce qu'on voit, prenez l'exemple de nouveau de ce que vous voyez au Moyen-Orient, il y a aujourd'hui des armes qui sont déployées au Moyen-Orient qui pourraient permettre un travail, entre guillemets, beaucoup plus proche, avec un respect clair de la distinction
distinction entre, par exemple, les objectifs civils et les objectifs militaires. Nous, on n'a jamais vu, depuis ces 3-4 dernières années, autant d'attaques sur les systèmes de santé, les hôpitaux au Yémen, en Syrie, en Afghanistan. Et de façon extrêmement claire, pour un objectif clair. C'est pas de taper sur les hôpitaux, il ne faut pas pour le plaisir. Mais ils le font pour simplement mettre de la pression sur la population. Parce qu'aujourd'hui, quand vous attaquez, vous mettez la pression sur un système de santé, simplement ça crée une pression énorme qui font que les gens vont peut-être plus facilement abandonner et au fond se rendre. Demain, les guerres vont aussi être sur... Elles vont se passer où les guerres demain? Dans les villes. Aujourd'hui, le grand changement, c'est qu'on a de plus en plus de guerres qui se passent dans les villes. Elles vont aussi être sur, au fond, avec l'ambition de vouloir contrôler des parties de territoire et des gens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, dans ce cadre-là, des armes robotisées, elles ne vont pas améliorer, je crois, alors du tout la façon dont la guerre va être menée. Par contre, la question que vous posez, vous, qui est à mon avis le point qui est juste, c'est la responsabilité. Et c'est juste aujourd'hui, et moi je fais partie des gens qui pensent que la façon dont le droit de la guerre est construit, les éléments clés des conventions de Genève s'appliquent absolument aux armes modernes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, la question, c'est de la responsabilisation. La question, pour moi, clé, c'est de la mise en œuvre. Au fond, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on crée cette compliance avec le droit international humanitaire. C'est ça l'enjeu aujourd'hui qu'on voit. Et moi, mon souci que j'ai aujourd'hui, c'est qu'après les années 90, qui ont été des années d'exception peut-être, où on s'est mis d'accord sur, au fond, la Cour internationale de justice, d'avoir un système international de justice qui vraiment amène les gens... Et ça, on a quand même vu, c'est là où ça fait bouger. Quand vous êtes un ministre de la Défense ou un général et que vous êtes vous-même directement impliqué et qu'on vous demande de venir comparaître dans une cour, votre comportement change. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là du tout. On est dans une logique, aujourd'hui, vous avez encore vu récemment, on a des pays qui se retirent de la Cour internationale sans que ça fasse même la une. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu qui n'est pas de refaire des règles. On a un enjeu de faire en sorte que les règles soient appliquées. C'est ça pour moi l'enjeu principal. Je me tourne maintenant vers le public, puisqu'il est temps aussi d'entendre des questions suite à cette discussion. Il y a quelqu'un juste là. Je pense qu'il y a des micros qui vont circuler ici au milieu de la salle. Oui. Merci, bonsoir. Mon nom est Philippe Noël. Excusez-moi. J'ai travaillé dans l'humanitaire il y a plus d'une vingtaine d'années, à une époque où au CICR précisément, mais je pense, ma question porte sur l'humanitaire, sur l'action des humanitaires dans différents pays du monde. À l'époque, armes autonomes, semi-autonomes, ça n'existait pas. Je voulais savoir dans quelle mesure, à l'heure actuelle, c'est la première partie de la question, les humanitaires peuvent être confrontés à ces armes, notamment sous forme d'erreurs commises par ces systèmes, qu'il y a un homme au bout ou pas forcément. Et au-delà de ce type de violence, d'erreurs, de side effects qu'il y a dans la guerre, quels sont les moyens qu'ont les humanitaires, le CICR ou d'autres organisations, pour essayer de faire pression sur les États, sur les acteurs, de façon à limiter autant que possible l'usage de ce type d'armes avant la grande catastrophe qui était évoquée tout à l'heure dans le débat. Merci beaucoup pour votre question, Yves. Nous, on a une expérience qui est pas d'armes fully autonomous, comme on a dit avant, mais une expérience d'armes qui sont semi-autonomes, en particulier avec les drones. La réalité, c'est que les drones ont effectivement changé la face de la guerre. Ces 7-8 dernières années, il y en a partout. Et ça a 3 impacts. Pas tellement un impact sur nous, ça a d'abord un impact sur les populations. On oublie toujours de dire qu'au-delà maintenant du drone qui tire et qui tue quelqu'un, le fait d'avoir des drones qui volent sur vous 24 heures sur 24 constamment, et nous on le constate, ça change la dimension psychologique. On voit beaucoup plus de tensions, de pression, de maladies mentales. C'est pas que lié au drone, mais le drone, il juste rajoute cette dimension d'être constamment sur surveillance. C'est assez impressionnant, les gens le mentionnent, et on sent cette pression-là qui est constamment. Le deuxième, c'est que ça endommage la confiance que les gens ont en nous, paradoxalement. S'il y a une chose que moi je perçois comme un problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a des systèmes de monitoring partout font que les gens, et en particulier les acteurs des conflits, je pense par exemple des acteurs de groupes non étatiques,
Ça peut être les talibans, ça peut être le groupe islamique, ça peut être d'autres. Évidemment, quand ils nous voient, ils connaissent bien le CICR. Le CICR est présent, il fait très attention. Mais imaginez que même quand nous on fait très attention, ils sont toujours en soupçon que quelque part au-dessus de nous, il y a un drone ou il y a une technologie qui nous suit et qui peut-être, au moment où on va rencontrer cet acteur pour négocier un transfert à l'hôpital comme ça, on va pouvoir se faire attaquer ou suivre. Donc en fait, ça a rendu la capacité de créer de la confiance beaucoup plus compliquée. Ça, vraiment, je le perçois comme un enjeu majeur. La plupart des acteurs sont très conscients de ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. On ne peut plus se balader avec des téléphones mobiles, c'est fini. En général, quand vous voulez rencontrer des gens, eux, ils sont à 2-3 km, ils vous enlèvent tous les systèmes électroniques. Donc, ils sont conscients de ça, mais ça gêne, ça crée du lien qui est difficile. Et puis le troisième, c'est très compliqué de faire une discussion protection avec les acteurs, parce qu'effectivement, et Steven le mentionnait, quand on discute avec des acteurs qui ont des drones, la discussion de la responsabilité, de qui est responsable, de qu'est-ce que ça veut dire, d'être capable de faire les allégations. Vous savez peut-être que nous, on travaille avec les gens, on va voir ce qui se passe, on suit très précisément l'impact des armes, on revient ensuite, on va discuter avec les États, avec les combattants. Quand il s'agit de drones, c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire. Maintenant, en termes d'influence, on bénéficie en fait de la complémentarité avec Human Rights Watch. Donc, plus ils font ban robber killer, plus nous, on va chercher au fond, et je ne sais pas si on va y arriver, mais on va chercher à faire deux choses. Une, on va chercher à tester quand même les systèmes diplomatiques classiques. Ils existent, il y a des systèmes diplomatiques qui existent et il faut les tester. Parfois ça ne marche pas, mais il faut quand même chercher à aller de ce côté-là. Sinon c'est trop facile pour les États de dire « c'est pas mon problème ». Moi je trouve ce qui s'est passé avec les armes atomiques très intéressant. C'était quand même officiel, ça a été contourné, c'est finalement arrivé à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'on peut faire, et on doit quand même chercher à faire en sorte que la communauté des États, d'une façon ou d'une autre, s'approprie cette question-là. Et la question, elle est la présence, le contrôle de l'être humain par rapport aux armes autonomes. Ça, c'est à mon avis l'élément clé. Et puis le deuxième, si on n'y arrive pas, comme on l'a fait pour le Landmine et les clusters, il faudra créer d'autres coalitions. Le travail Human Rights Watch, c'est intéressant. Moi, ce que je vois émerger, c'est d'autres coalitions. Donc j'espère qu'avant qu'il y ait la grande catastrophe dont je parlais, moi je pense qu'il y aura d'autres coalitions. Et nous, on va devoir chercher des coalitions de nature différente aussi. Quelques États. Moi, je pense que les villes, aujourd'hui, les villes comme entités politiques sont de plus en plus intéressées par ces questions-là. Et je pense qu'effectivement, on va voir aussi le monde académique. Moi, je m'attends à ce que le monde académique se mobilise autour de cette question-là. Le monde privé, le secteur privé. Et donc, la société civile, oui, mais ce ne sera pas suffisant. Sur cette question-là, il va falloir qu'on crée une coalition, des coalitions, ça se crée déjà, qui effectivement, aujourd'hui, réfléchissent et d'une façon ou d'une autre nous poussent. Mais à la fin, soyons clairs, ce seront encore les États qui devront signer, pas le choix. Et donc, c'est ça qu'on va devoir trouver la meilleure façon d'influencer les États. Merci. Une question là-bas. Stephen, yeah. Just a little clarification. J'aimerais juste préciser une chose pour m'assurer. Vous avez évoqué plusieurs fois Human Rights Watch qui coordonne la campagne pour arrêter les robots autonomes. Mais c'est une très grande coalition comme l'organisation qui a reçu le prix Nobel en 1997. Donc, toutes ces coalitions qui ont réussi parce qu'elles ont travaillé avec le CICR et avec des agences de l'ONU et avec des gouvernements progressistes. Et ce partenariat entre ces différentes entités a permis de faire fonctionner les choses pour interdire ces armes. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi pour les robots tueurs. Question. Question. Alors, je suis avocat, plutôt dans le gracieux que dans le contentieux. Je vous remercie tous de ce débat absolument fascinant dans l'horreur. J'ai envie de lutter contre le cynisme par le cynisme. J'ai l'image de la Première Guerre mondiale avec les gaz, que les uns et les autres s'envoyaient et puis se reprenaient dans la figure. J'ai presque envie de dire que ce serait un bien pour l'humanité que ces engins maléfiques et terrifiants se deviennent vraiment autonomes et qu'on se rende compte qu'en perdant le contrôle, on perd nos existences totales. Et donc, ce serait la meilleure garantie d'arriver à les exclure, à les interdire. Ce ne serait pas une interdiction, ce serait un retour à la sagesse. Ce serait de la deterrence.
Votre question? Dites-moi que j'ai tort. Jean-Marc, peut-être. En fait, c'est une stratégie qui est assez connue. Vous allez au bord du précipice, et puis quand vous êtes vraiment au bord du précipice, vous devez prendre des mesures. C'est une stratégie qui pourrait fonctionner, simplement là on est devant comme une classe d'armes potentielles. Encore une fois, ces armes n'existent pas encore actuellement, mais les technologies qui vont rentrer dans ces armes sont en train d'être développées. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'on le voit déjà actuellement, comme les exemples que j'ai mentionnés auparavant. Vous avez une diffusion très rapide, vous avez une croissance très rapide de ces technologies. Et ce dont on parle in fine, c'est quoi? On va parler d'armes qui auront peut-être un jour des capacités d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui auront la capacité de calcul, si vous voulez, d'un cerveau humain, de réflexion d'un cerveau humain. Alors, il n'y a pas d'accord chez les professionnels sur quand est-ce que ça va arriver. Mais il y a une étude qui a été faite l'année passée à l'université de Yale sur un survey, une demande d'opinion, où parmi les meilleurs dans leur domaine, dans l'intelligence artificielle, et la moyenne c'était 45 ans. Dans 45 ans, on va arriver à un point où peut-être la machine aura la capacité d'un être humain. Si on devait arriver à ce point-là, après on passerait à un point au-delà duquel on ne sait pas ce qui va se passer. Ça voudrait dire que la machine serait capable de surpasser l'être humain. Et puis là, on ne parle que d'une catégorie d'armes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous n'avez pas seulement une catégorie de technologie qui est l'intelligence artificielle, mais en tout cas 3 qui sont complètement disruptives. C'est l'intelligence artificielle, c'est la biologie synthétique, c'est-à-dire la capacité de développer maintenant des tissus de manière complètement artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de la technologie CRISPR-Cas9, qui sont une espèce de ciseaux génétiques qui vous permet de couper de l'ADN et puis de mettre des nouveaux gènes. Alors là, ce que vous avez eu en septembre l'année passée, vous avez le premier biohacker qui s'est infligé ce type de procédé. Il a mis la vidéo sur YouTube et maintenant vous avez une prolifération de biohackers. Ça, c'est la deuxième technologie. La troisième, c'est les neurosciences, c'est-à-dire la capacité d'interagir avec votre cerveau. Et puis ça, il y a d'énormes recherches qui sont développées dans le domaine. Le premier étape, ce sera probablement de coupler votre cerveau avec la machine. Et puis ça, on est déjà en train d'y travailler. Par exemple, Elon Musk a mis sur pied Neuralink l'année passée, une start-up à 100 millions de dollars, parce que pour lui, la seule façon de maîtriser l'intelligence artificielle, c'est de coupler le cerveau humain avec la machine. On parle de quoi? On parle d'armes potentiellement qui pourront contrôler votre esprit. En 2014, MIT, on a fait une expérience, on a été capable d'effacer la mémoire d'une souris et lui introduire une expérience qu'elle n'avait jamais vécue. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on pense? On peut penser à des armes de capture d'esprit. Donc, si on va aller vraiment au bout du précipice, vous voyez, on n'est pas en 1916 où on développe l'hypérite, le gaz moutarde, parce qu'on est dans une guerre de position, où vous avez deux armées qui se font face et puis qui n'arrivent plus à avancer, et puis on développe des gaz pour tuer les gens. Là, on est dans une technologie où un retour en arrière sera probablement impossible. Stéphane. Je ne pense pas que la question était de jeter les diplomates dans une tranchée, puis ensuite on peut leur envoyer des gaz et on leur envoie des robots. Oui, on pourrait faire peut-être. Mais j'aimerais revenir sur un point que vous venez de dire. Lorsqu'on a lancé cette campagne il y a 5 ans, on voyait très souvent des experts parler de ces armes complètement autonomes et qui seraient bonnes dans 30, 50 ans. Mais chaque année, depuis l'existence de la campagne existe, ce laps de temps diminue. Donc, l'avancée dans les recherches est tellement rapide et ceux qui suivent cela, et c'est vraiment, il y a eu cette lettre ouverte signée par plus de 3000 spécialistes de l'intelligence artificielle
y compris Elon Musk et d'autres, le chef de Apple, Google, parmi des milliers d'autres, qui ont dit que cela durait des années ou des décennies avant que ce champ serait, disons, exploré. Donc voilà, ça nous donne ce sentiment d'urgence. On a le soutien de la communauté scientifique pour interdire ces armes. Une lettre ouverte, ce n'est qu'un seul exemple. On a eu plus de 100 cofondateurs d'entreprises d'intelligence artificielle qui ont demandé une interdiction, disons, anticipée de ces armes. Et il y a des entreprises qui diraient qu'elles ne feraient jamais de commerce avec le militaire. Et puis, il y a évidemment de nombreux lauréats du Nobel de la paix et des dirigeants religieux très connus qui se sont exprimés en faveur de l'interdiction de ces armes complètement autonomes. Donc, il y a un nombre croissant de pays qui ont lancé un appel à des négociations. Ce sont 120 pays quand même, ceux qui voulaient un contrôle minimum humain. Donc, il y a un soutien énorme sur la planète pour cela. Est-ce une autre raison pour laquelle nous pensons que ce sera possible? Ça faisait résonner chez moi en vous écoutant. Ce n'était pas seulement la question maintenant des armes, c'est au fond et c'est de ça qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est qu'on doit radicalement repenser la gouvernance internationale, notre capacité à produire du consensus collectif, vraiment. Et Genève est un bon endroit où on devrait réfléchir vraiment à aujourd'hui comment est-ce qu'on crée des règles qui permettent de pouvoir d'une façon ou d'une autre gérer, accompagner ces changements. Jean-Marc le mentionnait avant. Pour moi, c'est vraiment une des questions clés. Et aujourd'hui, on a une déconnexion totale entre notre façon de faire la diplomatie, notre façon de nous mettre d'accord et les réalités quotidienne, mais aussi l'évolution, et je le vois dans tous les domaines. Et c'est peut-être ça la vraie question. La vraie question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on va créer, au fond, un minimum de règles collectives, ou en tout cas, peut-être on n'arrivera plus à se mettre d'accord sur les règles avec des traités qui prennent 10, 20, 30 ans de négociation, se mettre d'accord sur des règles temporaires ou des principes de base qui nous permettent d'avancer. Et c'est vrai pour la question des armes autonomes, mais c'est vrai pour toutes les questions que Jean-Marc avait mentionnées. Moi, j'ai beaucoup de soucis par rapport à ça. Et je pense que s'il y avait une réflexion qu'on doit mener, si on veut réfléchir aussi par rapport à la question des droits de l'homme, à la question du droit international humanitaire, c'est fondamental qu'on se pose aussi la question de comment c'est mis en œuvre et quelle est la gouvernance qui va l'accompagner. Sinon, cette question-là, elle va se continuer à se poser et le gap va être de plus en plus grand. Il y a une question au balcon, juste. Oui. Bonsoir. J'avais une question pour essayer de mieux comprendre la question de la responsabilisation dont on a parlé avant. Finalement, est-ce que aujourd'hui réellement un acteur qui met en service, bon ça n'existe pas encore, mais qui mettra peut-être en service une autonomous weapon, peut dire que c'est pas lui qui a pris la dernière décision, donc il n'est pas responsable? Est-ce que réellement il y a un accountability gap en mettant en service une telle arme, sachant que disons, aujourd'hui, si l'armée belge ou l'armée américaine fait une erreur, on sait qui c'est. Si une autonomous weapon fait une erreur, on devrait aussi savoir qui c'est. Qu'est-ce qui change finalement entre une arme traditionnelle et une autonomous weapon par rapport à cette question de la responsabilisation? Peut-être, Stephen, vous avez travaillé aussi pas mal sur cette question avec Human Rights Watch. Oui, vous êtes en train de dire la même chose que moi j'essayais de dire. Il y a évidemment une lacune en responsabilité. On ne trouvera pas d'individu responsable, que ce soit l'autorité qui lance le système, ou alors un commandant derrière cette arme, ou bien un programmeur, ou bien un fabricant. Aucun d'entre eux sera tenu responsable. J'ai même parlé à certains militaires des États-Unis qui me disent que certaines personnes sont en faveur de ces armes dans le domaine militaire parce qu'il n'y aura pas de responsabilité, ils n'auront pas besoin de s'en soucier. Et ça, c'était disons, une chose qui était plutôt dérangeante à entendre, même si c'était très franc. Mais j'aimerais aborder encore un domaine un peu différent. Il y a beaucoup de soutien pour l'interdiction dans beaucoup de militaires, chez beaucoup de militaires dans différents pays.
C'est pas comme pour les armes nucléaires, parce qu'ils les avaient pendant des années, ça faisait partie de leur plan de travail et ils considéraient ça comme une arme essentielle. Mais beaucoup de militaires sont d'accord avec cet argument que nous invoquons, que ce n'est plus bien du point de vue éthique et moral, et puis aussi à cause des problèmes techniques et d'opération. Les militaires vont dire, mais comment est-ce qu'on arrête une attaque si ça va dans le mauvais sens? Comment est-ce qu'on revient en arrière? Parce que c'est l'essence. On n'a plus de communication avec cette arme une fois qu'elle est lancée. Donc, c'est pas encore trop tard d'avoir l'idée qu'il y a un programmeur qui fait un meilleur travail à distinguer la population civile de militaires, ou bien d'avoir cette capacité d'analyse, parce qu'ils sont formés pour cela. Et c'est une décision subjective. Comment est-ce qu'un programmeur va s'en occuper? Et bien sûr que les programmeurs n'ont pas envie que ces choses arrivent, parce que le problème, la pire chose, c'est l'ennemi potentiel. La différence par rapport à les armes entre guillemets classiques et sophistiquées et des armes autonomes totalement. L'autre élément, Steven l'a touché du doigt, c'est que c'est des armes aussi qui normalement devraient être adaptatives et apprenantes. C'est ça aussi le jeu. Ça veut dire que ce n'est pas des armes simplement qui pratiquent toujours la même manière, mais elles peuvent évoluer. Et ça, c'est la grande inconnue. C'est la dimension de la learning machine. De la learning machine, de l'adaptation. Et là, je pense que le point de Steven est très juste. C'est qu'on ne peut pas partir du principe que parce que c'est des armes, entre guillemets, autonomes, modernes, elles vont toutes être parfaitement bien fonctionner. Il y a un risque absolument clair de comportement qui soit imprévisible. Et là, ça va nous poser d'énormes questions sur qui est responsable, qu'est-ce que ça signifie et comment ça peut se gérer. C'est vrai, c'est des questions qui vont être... Et là, ce gap de l'accountability, on va devoir... Alors, soit on décide effectivement d'interdire de ne pas entrer en matière, soit on va devoir entrer en matière, mais je suis d'accord, ça va être un enjeu essentiel pour nous tous. Jean-Marc. Oui, la même chose. Il faut que vous compreniez qu'on est à la préhistoire, cette technologie, actuellement. Et actuellement, les algorithmes tels qu'AlphaGo, on ne sait pas comment est-ce que la machine prend la décision. Parce que la machine ne fonctionne pas comme nous. C'est probabilistique, et donc une image, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des pixels, et puis elle vectorise ces pixels, et puis elle va faire des opérations mathématiques. Actuellement, on ne sait pas déjà comment est-ce que la machine prend une décision. Alors là, vous avez un gros problème d'accountability. Le deuxième problème, c'est pas un problème, mais si vous prenez un exemple, des industries qui a introduit très rapidement l'intelligence artificielle, c'est le trading à haute fréquence. Et vous avez déjà vu ce qu'on appelle des flash crashs. À un moment donné, vous avez l'algorithme qui a un bug, et puis vous perdez des millions de dollars. Quand ce type d'algorithme où ce problème est transposé dans une arme, eh bien, les conséquences ne seront pas la perte de millions de dollars, ce sera des vies humaines ou autres. Alors, encore une dernière remarque par rapport à l'accountability. Dans le domaine, par exemple, cyber, en 2016, vous avez une attaque de déni de service, c'est-à-dire, dans le domaine cybernétique, vous prenez possession d'ordinateurs et puis vous leur donnez à un moment donné une instruction, et puis ces ordinateurs vont demander accès à un serveur. Il y aura tellement de demandes que le serveur va crasher. Et il y a eu une attaque qui s'appelle un botnet Mirai, et il était tellement évolué, c'est-à-dire que normalement la fourchette haute d'attaques de computers qui sont pris d'assaut, enfin qui sont pris en otage, c'est environ 100 000. Là, au pic, on était à 600 000. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette attaque s'est pas reposée sur les ordinateurs uniquement, mais sur les objets connectés, c'est-à-dire les caméras que vous avez chez vous ou autre. Et on s'est dit, bon, bah là, uniquement des États peuvent le faire. Qui était là derrière? C'était 3 étudiants de 21 ans qui voulaient attaquer des serveurs de leurs concurrents parce qu'ils jouaient au jeu Minecraft, et sur ces serveurs, leurs serveurs, ils généraient de l'argent, jusqu'à 100 000 $ par mois quand même. Et puis, donc, en attaquant les autres serveurs, ça leur permettait de tirer les autres joueurs sur leur serveur. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils se sont dit, ils ont vu que ça allait peut-être tourner mal, et ils ont fait quoi? Ils ont lâché les codes sur Internet, et puis après, ces codes de ce botnet ont été repris par d'autres. Il y a eu 26 itérations de ce botnet, et à un moment donné, ils ont
pas ces étudiants, mais d'autres personnes ont attaqué une entreprise qui a un rôle fondamental dans l'Internet et ils ont quasiment fait un crash aux États-Unis. Juste pour vous dire qu'à un moment donné aussi, il y a un problème d'accountability quand on parle dans le domaine cyber, parce que le problème d'attribution est un problème fondamental dans le monde cybernétique. Et l'intelligence artificielle repose sur ces technologies digitales et là, on aura aussi un gros problème. Une dernière question avant de conclure cette discussion. Il y a quelqu'un ici. Ça, je me rappelle, il y avait avant que le micro arrive, une anecdote. L'ordinateur ne va peut-être jamais avoir la possibilité de vous tuer, mais avec l'aide du frigo, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est un peu ça. Question. So my question is going to be in English, actually. Ma question en anglais. Pour ce que l'histoire se répète, on a vu avec les guerres mondiales, les introductions de nouvelles machines de guerre, de nouvelles machines. On a revu ça se répète continuellement. Et l'histoire se répétant devrait en tirer des leçons. Et ma question est, surtout avec cette lacune de responsabilité, est-ce que ce n'est pas un peu trop idéaliste de penser que de négocier et sans pour autant interdire cette arme, ce ne serait pas juste un petit peu repousser les choses et donner le temps à ce type de technologie de tomber dans les mauvaises mains? Et ça peut prendre 20 ou 30 ans, mais 20 ou 30 ans, c'est beaucoup. Et beaucoup de destruction peut se produire si cela tombe dans les mauvaises mains. Est-ce que vous n'êtes pas idéaliste un peu dans votre approche? Très court, il nous reste 2 minutes. Je pensais que vous alliez dans une autre direction avec votre idéalisme. Est-ce que je peux vous engager pour la campagne? Non, je pense que c'est très important d'arriver à le faire rapidement. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont très heureux de voir que les discussions durent pendant 5 ou 10 ans. Ce qui arrive souvent dans les contextes dans lesquels on parle ce qu'on appelle par rapport aux armes conventionnelles. Mais j'espère que l'histoire va se répéter d'une façon différente. On a interdit 4 types d'armes au cours de ces derniers 23 ans. Et avant, il y avait 3 types d'armes qui ont été interdites. Donc, on a pas mal travaillé dans ces dernières décennies. Et tout le monde nous disait qu'on était idéaliste, que c'était impossible. Et maintenant, l'intelligence artificielle rend les choses beaucoup plus difficiles et met les enjeux beaucoup plus hauts. Mais il y a ce désarmement humanitaire qui met en quelque sorte le bien-être des gens en première ligne. On va juger une arme sur la façon dont elle affecte les gens dans un conflit. Ça, c'est l'approche qui a été utilisée pour toutes ces armes qui ont été interdites au cours de ces dernières 10 années. Et ça va fonctionner aussi pour nous. On approche avec une stratégie qui soit comprehensive, vraiment. Et dans ce cadre-là, il faut vraiment qu'on soit au clair. À mon avis, on ne peut pas faire sans les États. Les États doivent absolument mettre des limites à l'autonomie quand il s'agit de la question des armes, ça me paraît clair. Et je suis très convaincu qu'on doit réfléchir à la dimension humaine, ça me paraît clair. Ce n'est pas les machines qui vont être responsables à la fin. Et donc, on ne peut pas simplement ne pas référer à ça. Maintenant, est-ce que la stratégie d'avoir le ban, oui, moi je suis convaincu que le ban a un mérite énorme, c'est de mettre cet enjeu au cœur de nos problématiques et de faire en sorte que l'enjeu sorte finalement simplement des cénacles d'experts et académiques, c'est clair, mais c'est à mon avis évident que dans les années qui viennent, on va devoir essayer toutes les possibilités, y compris les possibilités diplomatiques. Moi, mon espoir, c'est en vous regardant vous, mais en regardant aussi les questions qui se posent, c'est qu'il y ait une pression qui se fasse. Et moi, j'espère aussi qu'il y a des réflexions qui vont se mener sur l'intelligence artificielle, que le débat va être plus sophistiqué, que le monde académique va être encore plus pointu, qu'il y a des solutions qui vont venir, qu'il y a des militaires combattants. Il y a un débat qui va être plus sophistiqué, je suis assez convaincu. Et ça va faire pencher la balance
balance d'une façon ou d'une autre, à voir. Donc, j'ai pas l'impression qu'on perd trop de temps, mais c'est vrai que les années qui viennent vont être essentielles. Se contenter que d'une stratégie me paraît pas la bonne. Il faut vraiment essayer d'aller au maximum, en sachant que ça va être la place de l'humain dans la question de l'autonomisation qui va être essentielle. Les armes ne seront pas, elles, responsables, ça c'est sûr. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Merci encore une fois à Yves D'accord, Stephen Goose et Jean-Marc Lecly. Merci aux équipes du FIFDH. Merci aussi à l'équipe des traductrices qui ont assuré la traduction ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre participation. Merci.